Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2021-06. Nous commençons très fort ce mois-ci avec Mikuláš Kraft 1778-1853, œuvre pour violoncelle orchestre, concerto numéro 1 en E mineur opus 3 datant de 1815. Alors Kraft, c'est une famille de musiciens, comme il y en a tant dans l'histoire de la musique, qui d'Anton le père ou de Mikuláš le fils et le Paganini du violoncelle. Je penchais pour Anton, qui est vraiment le grand initiateur de l'école de violoncelle. Ses duos concertants, ces deux concertos pour violoncelle sont vraiment des révélations dans le genre. Mais avec les deux concertos de Mikuláš que je viens de découvrir, en plus de sa polonaise que je connaissais déjà, je pencherai maintenant plutôt pour Mikuláš. Il a l'avantage, c'est vrai, de représenter aussi la génération suivante qui est plus ancrée dans le romantisme. Commençons par le concerto numéro 1 de Mikuláš Kraft. Alors pour un premier concerto, c'est un grand concerto d'une virtuosité transcendante fortement marquée, malgré quelques archaïsmes. Nous avons un soliste qui exploite toutes les possibilités de l'instrument, mais particulièrement dans le registre aigu, de sorte que ce concerto, dans l'esprit et même dans la conception, rejoint un peu le style violonistique des meilleures productions à l'époque, c'est-à-dire les concertos de Paganini, Lipinski par exemple. Thématiquement, Kraft affirme son originalité, mais on retrouve tout de même des traces, notamment du caprice 24 dans le thème du premier mouvement. Alors, à moins que ce ne soit l'inverse, puisque les dates de composition du Caprice 24 de Paganini et de ce concerto ici sont proches, et puis ces dates ne sont pas absolument certaines. L'aspect archaïque de ce concerto, c'est à mon avis le continuum rythmique qui est un peu trop haletant, sans pause, du début à la fin. Et c'est semblable en cela au concerto 6 de Paganini. Alors le concerto 6 de Paganini, eh bien, c'est le premier concerto composé par le maître génois, et c'est du reste une caractéristique négative générale des premières œuvres romantiques pour solistes et orchestres, dans lesquelles l'orchestration souvent ne suit pas. Néanmoins, Mikuláš compense un peu cet archaïsme de l'orchestration par une certaine complication de la thématique au niveau de cette orchestration. Passons maintenant au concerto 3, écrit quelques années plus tard, opus 5. Alors c'est un concerto encore plus remarquable à mon avis, une œuvre magistrale d'une rare puissance lyrique, notamment pour le premier mouvement. La thématique semble apparentée à la thématique paganinienne également, comme dans le 1, et peut-être même encore plus. On peut considérer que certains éléments sont possiblement imputables à une évolution globale de la thématique à cette époque, au début du XIXe siècle. De fait, il est très difficile d'imputer à un compositeur particulier certaines caractéristiques thématiques. Mikuláš Kraft exprime tous les registres de son instrument, mais comme dans le concerto numéro 1, beaucoup la tessiture aiguë et même extrême aiguë du violoncelle, lequel peut monter assez haut dans les aigus. Et c'est une caractéristique qui le rapproche encore une fois des œuvres violonistiques. Alors le violoncelle, instrument voué aux épanchements graves et tristes, perd-il son âme dans cette exploitation de la tessiture aiguë et dans ce traitement virtuose forcené? Alors le résultat incite plutôt à penser qu'il conserve sa singularité,
et qu'il est capable d'adopter tous les registres d'expression, comme aussi la contrebasse, hein, telle qu'on peut l'écouter plutôt dans les œuvres de Bottesini. Par rapport au concerto numéro 1, le compositeur ne brise pas vraiment la dynamique rythmique continue. Il y a néanmoins une évolution sensible et qui se révèle surtout à l'orchestre, une ouverture orchestrale absolument magnifique et d'une complication thématique et d'un lyrisme absolument admirable. Alors si je regarde rétrospectivement maintenant les œuvres que j'ai pu auditionner dans le genre pour violoncelle et orchestre, il faut bien avouer que très peu d'œuvres émergent. Alors, mis à part les Kraft, je trouve le concerto de Joaquim Rodrigo qui a atteint l'excellence, et encore pour un seul mouvement, le troisième mouvement de son concerto. Alors, naturellement, je ne pourrais pas affirmer qu'il n'y ait pas un répertoire important d'œuvres majeures très étendues pour le violoncelle, hein. Ça ne serait pas très sérieux avec les quelques 28 œuvres dans ce genre instrumentale que je connais. Alors j'observe tout de même que des œuvres très considérées ne supportent pas la comparaison avec celles de Kraft, Mikulas ou Anton, qui me paraissent bien supérieures. Alors évidemment, c'est selon mon jugement personnel. Alors en particulier, je n'ai rien trouvé encore d'intéressant. Alors ni chez Boccherini, pas plus chez Dvorak, ni chez Haydn, ni chez Saint-Saëns, ni même chez Vivaldi. Et ça me confirme que les meilleures œuvres dans un genre instrumental spécifique, très souvent, elles sont dues à des compositeurs virtuoses qui sont spécialisés dans leur instrument. Nous continuons par Lopez Graça Fernando, œuvre moderne datant de 1906-1994, suite Rustica 1 sur des mélodies traditionnelles portugaises, opus 34. Alors œuvre moderne, mais au sens, à mon avis, très positif du terme. Très belle œuvre, sublimement orchestrée, qui s'appuie sur la musique rhapsodique. Alors rhapsodisme relativement peu marqué par le mode hispanique dans les premières mélodies, mais assez fortement dans les deux dernières qui sont plus orientalisantes. Alors on ne peut qu'admirer la maîtrise symphonique du compositeur et notamment pour l'emploi très subtil et jamais agressif des percussions, avec une inventivité et une congruence qui sont vraiment étonnantes. L'œuvre pourrait assez bien évoquer la pétulance de Chabrier. Passons à une œuvre pour piano-orchestre, Paulunine Yuri, datant de 1913-1982, concertino en A mineur. Alors c'est une œuvre typiquement néoclassique, mais très bien traitée, une pièce brillante, virtuose, rhapsodique, et on a quelques mesures en forme de valse à l'intérieur de ce concertino qui ajoutent positivement une teinte de tristesse bienvenue. Pour terminer, et malheureusement sur une critique négative, Civic Pavel 1908-1995, concerto, pour piano-orchestre. Alors c'est typiquement un concerto moderne, et cette fois-ci au sens négatif du terme, qui accumule les cacophonies, les effets orchestraux incongrus, dans une sorte de surenchère provocatrice. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune matière musicale dans cette œuvre? Ce serait erroné. Le compositeur adopte la tessiture extrême aiguë du soliste et aussi pour les percussions dans un rythme, un tempo très rapide qui contribue à gommer les disharmonies et qui permet à la marge, quelquefois, certains effets de virtuosité qui sont positifs à mon avis, mais néanmoins tout de même assez circonscrits. Alors curieusement et malheureusement,
Le mouvement lent ne parvient pas à diminuer le modernisme du style et finalement c'est encore le premier mouvement qui contient quelques bribes audibles. L'œuvre revisitée, alors en l'occurrence, eh bien, c'est une œuvre pour flûte et orchestre de Ruther John, qui est écrite dans un style extrêmement classique, une suite qui peut se séduire suivant les mouvements. Or, une thématique parfois un peu rudimentaire, comme dans la valse, dans la chanson, mais toujours bien accompagnée par l'orchestre à cordes, et on remarquera l'excellente partie en pizzicati aux cordes, et à la basse, au clavecin, dans le dernier mouvement qui est le rondo. À défaut de représenter le style antique, ce qui est surtout pour nous une fiction, eh bien l'œuvre pourrait se référer plutôt à la musique baroque ou parfois un peu à la musique médiévale. Voilà, merci de m'avoir écouté.